Bienvenue à toutes et à tous à notre première visioconférence au Centre socioculturel Audrey Bartier concernant l'usage responsable des écrans. Depuis des années, le Centre socioculturel Audrey Bartier est sensibilisé à cette thématique. Depuis l'arrivée de cette crise sanitaire et la COVID-19, le Centre socioculturel avec ses partenaires, nous n'avons pas arrêté de se poser la question au moment où on demande tout le monde de faire du télétravail, de faire des visioconférences. Et nous avons décidé de s'appuyer avec et de s'associer à notre partenaire Enfance des dangers pour animer cette conférence. Elle sera animée par Janine Besson, présidente de l'association. Je vous laisserai découvrir Janine. À toi, Janine. Merci Ali. Alors je me présente, oui, je m'appelle Janine Busson-Baud et je suis la présidente fondatrice de l'association Enfance Télé Danger, qui est née en 1994 à la suite d'un meurtre d'un enfant de 5 ans par 2 enfants de 5 ans à coups de pierre et de boules de neige. En fait, ils avaient vu cela à la télévision la veille. Cet événement, c'était en Norvège. Cet événement m'a complètement bouleversée et dynamisée, on peut le dire, puisque j'ai créé l'association à ce moment-là, et en même temps une pétition pour que les enfants ne soient pas exposés à la violence de la télévision. Notre association elle est très fière de présenter 3 fleurons, en fait. Le premier fleuron, c'est évidemment cette signalétique à l'écran qu'elle a fait évoluer jusqu'au 12 décembre 2012, où le -10 est devenu permanent. Le deuxième fleuron, ce sont les 7 trucs chouettes pour gérer la télé avec astuce, qui sont tout à fait encore utilisables maintenant par rapport à tous les écrans. Et le troisième fleuron, c'est la semaine sans télé qui a été créée en 1997 aussi et qui a été suivie par le défi des 10 jours sans écran que nous mettons en œuvre depuis 2009, c'est-à-dire depuis 13 ans, ici à Vimereux, avec toutes les classes de deux écoles. Voilà. Je remercie le centre de m'avoir invité ce soir pour partager avec vous ce questionnement, les usages des écrans pendant la pandémie de la Covid-19. Effectivement, la pandémie de la Covid-19 a perturbé la vie des individus et des mesures de distanciation physique ont dû être mises en place par les gouvernements afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Si le confinement a bouleversé de nombreuses habitudes de vie, l'interdiction des rassemblements et des activités en dehors du foyer a aussi contribué à l'augmentation du temps consacré aux écrans dans les familles. L'utilisation d'applications de vidéoconférence est devenue une des seules façons de maintenir des liens familiaux ou sociaux et de briser l'isolement. Je suis particulièrement heureuse pour ma part d'utiliser WhatsApp, qui est un merveilleux outil qui me permet de visionner des petits-enfants que j'ai au loin et de partager avec eux de bons moments, même si nous ne sommes pas ensemble. Pourtant, il est bien recommandé par tous les spécialistes, les médecins comme les psychologues, de modérer sa consommation d'écran. Et en ces temps de confinement, tout est fait pour que nous vivions par écran interposé. Comment concilier ces 2 impératifs? Comment ne pas tomber dans la marmite des écrans au risque de ne plus pouvoir en sortir? Comment trouver ensemble les solutions et quelles priorités garder? Alors, je vais d'abord vous poser une question personnelle que vous allez garder dans votre tête. Qui j'aime le plus dans la vie? À qui je tiens le plus? Eh bien, cette conférence, elle a justement pour objectif de trouver du temps nécessaire pour cela. Alors, comment mettre en équation nos aspirations et nos habitudes pour nos enfants et pour nous-mêmes? Je vais vous lire quelques chiffres qui sont tombés après le premier confinement. Et on peut se demander qui éduque les enfants. Des enfants d'âge primaire auraient passé à l'issue du confinement de 6 à 8 heures par jour devant les écrans, soit de 2190
à 2920 heures par an, contre normalement 850 heures à l'école et seulement 33 heures de vraie conversation avec leurs parents. Et ce dernier chiffre est issu du syndicat national pour la publicité. Il date de 2003. Alors, depuis combien de temps les enfants passent-ils avec leurs parents alors que les écrans se sont multipliés? Les recommandations mondiales annoncent pourtant pas plus de 2 heures par jour à l'âge primaire. Alors, comment retrouver un usage raisonnable, utile et intelligent des écrans? Comment peut-on rester maître des écrans et non les esclaves, alors qu'une nouvelle science qui s'appelle la captologie, qui stimule en permanence la curiosité et repose sur un système de récompense, est employée pour qu'on ne les quitte pas? Comment un enfant peut-il devenir plus fort que les écrans? Eh bien, je viens de terminer un livre qui va être présenté à l'écran. Bertrand, je vais te demander de l'envoyer. Ce livre permettra d'organiser les 10 jours sans écran et il vous en livrera la clé. On sait qu'un enfant averti en vaut 10 et les enfants sont de merveilleux ambassadeurs. Ce livre s'adresse à des enfants d'âge primaire, mais il gagnera aussi à être partagé en famille et accompagné, pourquoi pas, par les enseignants et éducateurs qui sont sensibilisés à ce problème. J'avais prévu de vous proposer une évaluation personnelle de votre consommation d'écran, mais je pense que nous n'aurons pas le temps. Par contre, je pourrai la laisser en lien au centre et vous pourrez la retrouver. Il faut savoir aussi que pendant le confinement, l'OMS avait recommandé les jeux vidéo, ce qui a aussi contribué à une augmentation énorme de la consommation d'écran. Le télétravail, les cours en ligne y ont bien sûr aussi contribué. Alors, comment résister aux écrans? Eh bien, nous avons imaginé une clé. Et là, je vais demander aussi à Bertrand de nous la montrer. Voilà, cette clé, elle a 3 lettres, 3 grandes lettres. C'est un C, un L et un E. Et le C, c'est bien pour le contrôle. Contrôle du contenu, afin de garantir la sécurité des enfants. N'oubliez pas surtout les mots de passe. N'oubliez pas surtout d'installer des contrôles parentaux à la fois sur les tablettes, sur les smartphones, sur les téléphones, sur les télévisions et sur les ordinateurs. Il faudra bien sûr essayer de sensibiliser les enfants aux usages qui sont acceptables et à ceux qui ne le sont pas. Et il faudra aussi surveiller les signes d'addiction. Quand on voit qu'un enfant ne peut pas se détacher de l'écran, là, il faut s'inquiéter. Il faudra développer l'esprit critique des enfants et les éduquer à gérer ces écrans de la meilleure façon. La limite, le L pour la limite, c'est la limite de temps et il faudra peut-être aussi trouver des temps sans écran. Il y a aussi la limite d'âge. Le CSA, le ministère de la Famille, recommande pas d'écran avant 3 ans. Et puis l'exemple parental est très important. Alors moi, j'ai imaginé 3 petites phrases que vous reprendrez si vous voulez, mais qui sont peut-être un début de remédiation, parce qu'on sait que les enfants sont prêts à faire des efforts quand ils voient que les parents en font aussi. Alors, c'est pas de portable à table. En 2, avec des amis ou en réunion, je mets le mode avion. Et en 3, pour un bon sommeil, avant de me coucher, tous les écrans dans la corbeille. Je vais demander à Bertrand de nous montrer le visuel de la clé. Je ne sais pas si c'est possible. Sinon, en attendant, je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre. Là, vous pouvez répondre par écrit si vous le voulez ou dans votre tête, à votre guise. La question est, limiter les écrans, où et quand? Et je suis sûre que vous avez des réponses. Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour réfléchir à ça. Et je pense que Bertrand va nous envoyer la photo de la clé. En tout cas, pour limiter le temps d'écran, il y a un petit appareil qui est absolument
génial, c'est le minuteur de cuisine. Et c'est une institutrice d'école maternelle qui me l'a recommandé. Je pense que la clé va arriver. Voilà, notre clé pour gérer les écrans. Pas d'écran avant 3 ans. Contrôle, limite et exemple. Merci Bertrand. Donc, ce petit minuteur de cuisine, en fait, il permet, les recommandations mondiales sont celles que je donne moi depuis très très longtemps, c'est pas plus d'1 heure par âge et par semaine. Alors, on va trouver un chiffre facile, c'est 7 ans. 7 ans, ça ferait 7 heures par semaine. Et 7 heures par semaine, c'est environ 1 heure par jour. Mais il y a certains jours où on pourrait regarder plus et d'autres, on pourrait regarder moins. Mais c'est pour vous donner un petit étalon de mesure qui vous aidera. Un enfant qui a 14 ans, on arrive effectivement à 2 heures par semaine. C'est la recommandation mondiale. Alors, quand on dit aux enfants d'arrêter les écrans, vous savez très bien que ça se passe très mal. Ils rechignent, ils négocient, ils retardent leur arrivée. Par contre, si on prévient un enfant à l'avance et on lui dit, écoute, tu peux jouer à ton jeu vidéo, ou tu peux regarder une émission qui te convient, qui est bien choisie, je mets le minuteur, tu peux regarder ou tu peux jouer pendant 1 heure et après tu arrêtes. Eh bien, quand c'est le minuteur qui sonne, les enfants acceptent. Et si l'heure n'est pas complètement prise, si on doit arrêter avant cette heure-là, on peut arrêter le minuteur et reprendre après. Et les enfants sont tout à fait, acceptent tout à fait cette petite méthode. Donc, je vous recommande le minuteur de cuisine. Est-ce que je peux demander à la régie si vous avez eu des réponses par rapport à la question « Limiter les écrans, où et quand ?» Bon, alors, nous faisons une visioconférence qui est en fait une expérience. Nous n'avons pas toutes les clés là. La clé, elle est là sur la fiche. Le matin avant l'école, surtout pas d'écran. Ah, le matin avant l'école, surtout pas d'écran. Eh bien, oui, c'est la première réponse essentielle et c'est celle que nous avions eue auprès des instituteurs depuis très, très longtemps. Je rappelle que je vais vous donner les quatre recommandations. Enfin, nous, on en a 5 parce que c'est pas avant 3 ans, pas le matin avant l'école. D'autres réponses, limiter les écrans pendant le repas. Limiter pendant le repas. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Il faudrait essayer de ne pas regarder les écrans pendant le repas parce que vous le savez bien, c'est quelquefois le seul moment où on se retrouve tous et où on peut se parler. Et les enfants sont souvent très frustrés, même s'ils ne le disent pas, de ne pas pouvoir raconter leur journée, raconter leurs soucis, parler de leurs problèmes, ou partager des joies, ou partager des inquiétudes. Ce moment-là est essentiel et il serait vraiment bon de le sauvegarder. Donnez l'exemple, les parents ne pas prendre des téléphones à table. Ah, pas de téléphone à table, pas de portable à table, les parents l'avaient trouvé, très bien. Limiter avant le coucher. Et limiter avant le coucher. Alors là, oui, tout à fait. Ben, ce sont des réponses très justes. Limiter avant le coucher, on sait que regarder les écrans, on demande qu'il soit limité de 1h30 à 2 heures avant le coucher. Bertrand, il y a la clé qui est restée à l'écran, mais ce n'est pas gênant. Voilà. Oui, avant le coucher, les écrans actuels diffusent une lumière bleue, qui est une lumière qui est très proche de la lumière naturelle, de la lumière solaire. Et nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux, les poules réagissent aussi comme ça. Je sais qu'il y avait une histoire quand il y avait eu une éclipse dans l'après-midi, eh bien, toutes les poules s'étaient endormies à l'instant T où la lumière avait disparu. Mais nous sommes pareils, c'est-à-dire que quand la lumière décline, nous sécrétons une hormone, l'hormone du sommeil, et nous commençons notre endormissement. Mais devant un écran, on n'est jamais fatigué. L'attention est toujours réactivée. Et si on regarde les écrans très tard avant de se coucher, souvent on retarde l'endormissement, mais aussi on crée des réveils nocturnes.
Voilà, donc ça retire du temps de sommeil et ça, c'est vraiment très, très mauvais à la fois pour l'humeur, à la fois pour la forme, à la fois pour les capacités intellectuelles, mais aussi pour la santé, on le verra tout à l'heure. Donc, je répète, pas le matin avant l'école, pas en mangeant, pendant les repas, si on peut éviter, pas 1 heure avant de se coucher. Et il y a un lieu, est-ce qu'ils ont parlé d'un lieu, Ali? Le lieu où il faudrait qu'il n'y ait pas d'écran. C'est dans la salle à manger et à la cuisine. Ah, il faudrait que l'écran soit dans un lieu commun. Donc, on recommande l'écran dans un lieu commun, comme ça les parents peuvent surveiller et partager. Oui, parfaitement. Et certains, ils ont dit, pour un âge, il n'y a pas d'écran dans les chambres. Oui, oui. Oui, vraiment, si on peut éviter même à un âge avancé les écrans dans la chambre, parce qu'on sait que les enfants, là, on les met devant une énorme difficulté. Comment un enfant peut-il résister à un écran? Comment peut-il limiter son temps? Comment peut-il choisir des émissions qui sont adaptées à lui? On lui demande là quelque chose de très difficile. On sait aussi que des enfants se réveillent la nuit pour jouer aux jeux vidéo. Donc l'écran dans la chambre est une tentation vraiment qui est néfaste pour les enfants et c'est pourquoi je recommande le soir tous les écrans à la corbeille et que les parents donnent l'exemple. Alors il y a, voilà, la chambre c'est un lieu essentiel où il faut absolument, où il faudrait absolument, je sais que c'est difficile à réaliser, toutes ces recommandations ne sont pas faciles à mettre en place, surtout quand les enfants ont grandi. Quand un enfant est petit, on peut tout mettre en place. Quand les enfants ont grandi, c'est difficile. Alors, il faut bien expliquer aux enfants que si on leur demande ça, ce n'est pas pour les frustrer, ce n'est pas pour les embêter, ce n'est pas pour qu'ils ne soient pas comme leurs copains. C'est parce qu'on les aime et qu'on veut les protéger. Et à ce sujet, j'ai participé à beaucoup de conférences où des adolescents pouvaient témoigner et ils disaient tous, nos parents ne nous ont pas assez protégés. Et il disait, aidez-nous pour que nous puissions protéger nos petits frères. Donc voilà, c'est le message que je vous donne. C'est un message d'adolescent que j'ai recueilli à l'Assemblée nationale l'année dernière. Alors, comment trouver les arguments? Parce que, évidemment, ce n'est pas facile à mettre en place pour résister aux écrans. Comment faire pour nous-mêmes et comment faire pour nos enfants? Eh bien, pour ça, il faut connaître les dangers. Il faut être persuadé que c'est utile. Il faut connaître les dangers pour mieux les contourner. Mais on sait que 95% des enfants ont un écran, télé, tablette, et beaucoup en disposent à plein temps. On sait aussi maintenant que les écrans attachent les enfants autant qu'ils les détachent de leurs proches. Et cette captation programmée est visée par un marketing habile qui garantit une rentabilité sur le long terme. Et c'est pourquoi il a été recommandé des tablettes pour des enfants à partir de 6 mois par certains spécialistes. Voilà, avec, on l'a vu, des conséquences qui ont été absolument dramatiques. Oui, les tablettes et les smartphones, on les retrouve souvent dans les mains des bébés. Vous l'avez sûrement remarqué. Alors, ils sont légers, ils sont faciles à transporter, ils sont nomades, et c'est d'ailleurs le grand danger. Et puis, les petits, très vite, savent les utiliser, ce qui émerveille les parents. Ils pensent que leurs enfants sont très intelligents. Mais en fait, les enfants sont très intelligents, ils n'ont pas besoin d'une tablette pour ça. Et puis, la publicité, pour les vendre, a assuré qu'ils avaient des vertus pédagogiques, ce qui a rassuré les parents. Mais attention, un enfant est très vite accro à la tablette. Et exposer un très petit à l'écran, c'est programmer sa dépendance. C'est un cercle vicieux. Et là, j'ai assisté à une scène dans un avion. De façon générale, on peut dire que le bébé s'attache à celui qui le regarde. Et placé devant un écran, souvent, l'enfant va s'attacher plus à l'écran qu'à ses parents. Et quand il le réalise, il est trop tard. J'ai vu ainsi, dans l'avion, une maman qui avait séparé son enfant de l'écran et cet enfant avait fait des crises violentes, interminables, qui dérangeaient tout le monde. Il frappait, il pleurait, il criait, il semblait vraiment souffrir, il était inconsolable. Les câlins, les caresses, les petites histoires, rien n'y faisait. Et il n'avait qu'un objectif, c'était de retrouver l'écran. Et les parents, pour avoir la paix, évidemment, ont cédé, ont proposé. Là, c'était le papa qui a proposé son portable pour retirer l'écran de tablette de l'enfant. Et l'enfant s'est retrouvé très sage,
Mais attention, cet enfant s'enferme dans la solitude. Et ce qui était terrible à regarder, c'était que l'enfant ne supportait pas les câlins de sa maman. Il les rejetait, il la repoussait, il la frappait. Il ne supportait pas le contact physique avec sa maman. Et c'était vraiment, j'assistais à ça pendant 2 heures, c'était vraiment quelque chose de déchirant. Alors, est-ce que c'est la solution de redonner un écran à un enfant? Ben, évidemment, non. C'est une solution, évidemment, que la maman a prise et parce qu'il y avait beaucoup de témoins et qu'elle était gênée. Peut-être qu'elle a l'habitude de faire ça. Je sais qu'il y a des expériences qui montrent que, eh bien, en fait, on peut réussir à détacher l'enfant de l'écran. Alors, ce qu'il faut, c'est s'armer de force et de patience, ne pas paniquer, il faut résister. Il faut jouer avec l'enfant, il faut le sortir, il faut le distraire, il faut le surprendre. Et l'enfant se détachera de l'écran, peut-être pas tout de suite. La crise ne s'arrêtera pas tout de suite. Il faudra peut-être 1 semaine, il faudra peut-être 2 semaines. Mais je vous garantis que si vous vous occupez de votre petit enfant, eh bien, il va retrouver un développement et un comportement normal pour cet âge. Alors, il est recommandé, de toute façon, même pour les enfants plus grands, pas plus de 20 minutes par jour de tablette et toujours accompagné. Sinon, l'enfant arrive à un fonctionnement qui est compulsif sur la tablette. Nous arrivons bientôt à Noël, alors attention à vos choix. Les tablettes, les smartphones, les jeux connectés sont très très chers. J'entendais que les jeux de console vidéo sont dans les 350, 400 euros. Ils sont chers et ils sont dangereux. Les smartphones, il faut le rappeler, les tablettes, comme tous les jouets connectés, pulsent des ondes. Et ces ondes traversent l'espace, mais elles traversent aussi le corps, et notamment le corps des petits-enfants. Alors, si vous pouvez choisir, peut-être qu'il faudra aussi voir du côté des jeux de société, du côté des jeux de construction, des jeux que l'on partage ensemble, mais aussi des livres. Les enfants adorent regarder les albums de photos, par exemple. Les tablettes et les smartphones, en fait, privent l'enfant des expériences fondamentales de l'enfance. Par exemple, un enfant qui n'a pas de jouet devant les yeux, il va s'intéresser à n'importe quoi. S'il est près d'un objet, il va le pousser, il va le faire tomber. S'il y a une balle, il va voir que la balle, si elle est poussée, elle va rouler. S'il est près d'une table, il va voir que s'il y a un verre, il va essayer de le pousser. Et si le verre tombe et qu'il y a de l'eau dedans, le verre va se casser et l'eau va se renverser, il y aura une flaque. Si c'est un œuf qu'il pousse, il verra qu'il y a une coquille par terre et qu'il y a du blanc et qu'il y a du jaune. Si on lui donne un livre, il verra qu'en poussant une page, il y a une autre page derrière. Tout ça, ça va apprendre à l'enfant les relations de cause à effet. Et tout ça, ça va construire un esprit mathématique. Et toutes ces expériences sont absolument indispensables pour l'enfant. Je parlerai aussi du puzzle, enfin des jeux qui sont sur tablette. Par exemple, le puzzle, eh bien avec une tablette, l'enfant réussit le puzzle très très vite. Parce que dès qu'il pousse une petite pièce sur le puzzle, la pièce va se mettre dans le bon coin. Donc, il va réussir et se croire très fort. Par contre, donner un vrai puzzle à un enfant, et là, vous allez constater que, eh bien, il est perdu parce qu'il n'a pas le sens de l'effort, parce qu'il ne sait pas, ne pas réussir. Il ne sait pas avoir la patience de chercher, il ne sait pas persévérer. Et puis, il n'a pas non plus construit sa situation dans l'espace. Il n'arrive pas à trouver les vrais repères. Alors voilà, si vous pouvez, vous ferez bien sûr votre choix, mais si vous pouvez privilégier les jeux où les enfants manipulent et construisent, et aussi avec d'autres, je crois que vous ferez beaucoup bien vos enfants. Alors voyons un peu quelle est parfois l'attitude des parents. Et là, je vais demander à Bertrand de nous montrer les photos de présence parentale. Alors, ce sont des photos qui ont été prises aux États-Unis. On voit plusieurs séquences de la vie courante. Et je vous laisse les observer les unes après les autres pour apprécier l'attention que les parents, quelquefois, donnent à leurs enfants. Et comment l'enfant peut le ressentir. On sait que depuis qu'il y a les tablettes et les smartphones, les accidents domestiques ont augmenté énormément, les accidents domestiques à la maison, mais aussi les accidents dans les aires de jeu, parce que les parents ne surveillent plus bien leurs enfants.
Je vais demander maintenant à Bertrand de nous présenter le still face. C'est une expérience qui a été rapportée par un pédopsychiatre américain où on voit une maman et son petit, le petit qui a 12 mois peut-être, je ne sais plus. Et on va voir quel est le type de leur relation et comment tout passe à travers les yeux et le sourire et comment l'affection est transmise justement à travers le regard et l'attention que les parents, que la maman peut prêter à l'enfant ou le papa bien sûr. C'est bon Bertrand? Ça arrive. Ça va venir. C'est une première. Voilà, alors c'est en américain, mais ça n'est pas grave si on entend, si on ne comprend pas ce qui est dit, parce que ce qui est important, c'est de voir l'enfant, comment l'enfant réagit. Oui, alors en fait au début, oui, Ali me dit de commenter, mais en fait, je vais vous laisser regarder parce que je vais troubler votre attention. Alors, vous voyez, là, la maman change d'attitude. Eh bien voilà, Bertrand, tu peux couper. Vous avez pu remarquer à quel point la relation est dense entre la maman et l'enfant, comme elle est sereine, comme elle est forte, comme elle est heureuse et comme elle est constructive. Et dès que la maman présente un visage immobile, impassible, l'enfant d'abord est surpris. Il essaie d'attirer l'attention de sa maman d'une manière ou d'une autre. Puis il essaie de détourner le regard parce qu'il ne supporte pas cette maman dont le visage ne bouge pas, qui ne le regarde plus. Et là, vous voyez bien, quand je dis l'enfant existe dans le regard de ses parents, c'est vraiment ça. Un enfant qui n'est pas regardé n'existe plus. Et l'enfant, on va voir la souffrance de l'enfant, sa détresse. On voit qu'il se déstructure. Il y a un moment même où il se frappe, où il retourne cette violence contre lui-même. Il est complètement perdu. Et heureusement, ça ne dure pas longtemps parce qu'on souffre pour lui. Et dès que la maman revient vers lui, on voit l'enfant qui lève les bras, qui est soulagé, complètement soulagé. Mais nous aussi. Mais je pense que cette petite séquence était importante pour que l'on réalise à quel point, quand on est devant les écrans et qu'on ne regarde pas les enfants, ils sont dans la détresse. Alors maintenant, je vais vous poser encore une autre question. Parce que les écrans, on a bien vu qu'ils sont utiles et on les utilise tous, et moi la première, mais c'est la surconsommation d'écran qui est dangereuse. Alors, vous allez, si vous voulez bien répondre à cette question, quels sont les autres dangers de la surconsommation d'écran? Voilà, à la fois sur la santé, ou sur le comportement, ou sur le développement cognitif. Eh bien, je vous laisse répondre un petit peu là. Et en attendant, si Bertrand peut préparer les visuels
qui sont prévues. Alors, tu peux, oui, le monter un petit peu, Bertrand. On va quand même commenter, sinon on n'avancera pas. Effectivement, oui, ah ben voilà Ali qui me donne des réponses. Une question. Oui. D'un participant qui demande, le nouveau-né qui voit des parents masqués, est-ce que ça pose problème pour eux ou non? Bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est pas très... mais bon, est-ce que vraiment les parents mettent un masque devant un nouveau-né? Je pose cette question. Peut-être c'est une minorité. Parce qu'on dit que les enfants sont moins sensibles à la maladie, au Covid. Je ne sais, ça, là, on me pose une colle. Ouais. Je pense effectivement que, comme tout, le premier langage, c'est le langage corporel. C'est un langage qui ne s'explique pas et que l'on comprend. Les animaux voient sur notre visage si nous sommes contents, en colère, si nous sommes tristes. Les enfants voient la même chose. Le nouveau-né, avant, on disait que les nouveau-nés ne voyaient pas clair. Et en fait, j'avais vu des vidéos du docteur Delassus, qui est un pédopsychiatre du Pas-de-Calais, et qui montrait quelque chose d'extraordinaire, c'est que le bébé, dès qu'il s'approche de sa maman, en fait, il lève les yeux pour rencontrer le regard de sa maman. Et en fait, c'est là que se crée l'attachement. Donc, c'est peut-être encore plus le regard que... C'est surtout dans le regard que passent les sentiments, que passe l'attachement, que passe l'amour, que passe la confiance, que passe tout. Mais évidemment, tout le visage participe à l'expression corporelle. Est-ce que tu peux reposer la question? Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Ah oui, alors je voudrais vous demander, la surconsommation d'écran pose des problèmes, on le sait tous. Alors, est-ce que vous pouvez déterminer quels sont les dangers sur la santé, sur le comportement et aussi sur le développement de l'enfant. Voilà, mais surtout sur la danger, surtout sur la santé. Une première réponse, c'est la rupture du lien social, en fait, oui. et l'isolement dans les chambres. Surtout, c'est des... Ça, c'est le comportement. Ouais. C'est vraiment les écrans, en fait, nous captivent, nous capturent et nous isolent. En fait, avec les écrans, nous nous enfermons dans la solitude. Sur un plan santé, on a une réponse, en fait, les yeux qui se fatiguent, et avec le temps, il y a un risque de perdre... de perdre de la vue, d'avoir une déficience de vue, oui. Voilà. Oui. Alors, oui. Alors, il y a justement une myopie qui augmente de façon considérable et une étude australienne qui prévoit que la moitié de l'humanité sera myope en 2050. Actuellement déjà, 90% des étudiants d'Asie sont myopes. Et au Royaume-Uni, en France, on a déjà 30 à 40% des étudiants qui le sont. Et on voit apparaître des myopies chez les petits maintenant. J'ai entendu aussi que devant un écran, on ne cligne pas les yeux. Donc, l'œil s'assèche, il y a moins de larmes et ça abîme les yeux. Alors, les études ont montré que c'est surtout parce que devant un écran, on est tout près et on est longtemps tout près. Or, notre vision, elle est prévue pour regarder au loin et pour regarder au près. Et c'est ce qu'on appelle l'accommodation, qui se fait naturellement. Et si l'on est trop souvent de près, c'est-à-dire à 20, 30, 40 cm seulement, le cerveau qui cherche toujours à en faire le moins possible parce qu'il a suffisamment de choses à faire, il se dit, je vais privilégier la vision de près. Et c'est comme ça qu'on devient myope. C'est parce qu'on regarde trop longtemps de près. Alors, pour corriger ça, il faudrait que de temps en temps, on regarde au loin, toutes les 20 minutes, il est préconisé qu'on regarde au loin pour exercer le regard à accommoder la vision de loin. Et il y a une raison aussi, c'est qu'avec les écrans, on n'est pas à la lumière naturelle. La lumière naturelle est absolument nécessaire aussi pour les yeux. D'autres réponses.
des mauvaises postures pour le corps, Oui, des personnes qui préfèrent manger dans une chambre et mal manger, et d'autres en fait qui mangent même trop oui, devant les écrans en fait parce qu'il y a une tentation de grignotage qui amène à de l'obésité et tout ça. oui, Et du surpoids, c'est les jeunes. oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je pense on a fait le tour un peu de tout, puisqu'on avait aussi parlé du sommeil, tout à l'heure du manque de sommeil. Donc voilà, j'ai parlé de la myopie, mais je voudrais aussi vous parler, là, ce ne sont pas les écrans, mais on voit ça, c'est lié à l'écran, c'est le fait que la technique remplace souvent la relation. Ce sont les casques que l'on met sur la tête des bébés maintenant, pour les longs trajets en voiture ou pour que l'enfant, tout simplement, se tienne tranquille. Donc au lieu de lui raconter une histoire, on lui met une comptine, on lui met des petites chansons, et puis pendant ce temps-là, l'enfant est tranquille, évidemment, et là, les les... On a une interrogation d'une personne qui explique aussi que l'usage des écrans à bon escient aussi, c'est bénéfique aussi. Ah, bien sûr. Voilà. Ah, je suis bien sûr, si on m'entend, moi, je suis là pour vous avertir des dangers. Ah, j'ai bien dit que je ne suis pas contre les écrans, nous ne sommes pas contre les écrans, je suis la première à les utiliser. Bien sûr que les écrans apportent beaucoup, surtout quand les gens sont isolés. Bien sûr qu'ils nous apportent au niveau de la découverte, au niveau de la distraction, au niveau des connaissances, au niveau de trouver rapidement des choses. Ils sont merveilleux, mais ils sont tellement merveilleux que justement, ils en sont dangereux parce qu'on a du mal à s'en détacher. Voilà. Alors, si on peut voir le petit dessin, c'est un dessin d'enfant qui montre le casque. Bertrand, si tu peux m'envoyer ça. Ça va venir. Alors, ce dessin, il est issu d'un concours de dessin que j'avais lancé en 2016 pour justement démarrer le livre. Et il abordait Et en fait, dans le livre, il y a 20 chapitres qui abordent tous les dangers. Et il y avait notamment celui-là. Et les enfants avaient été très, très sensibles à ce problème du casque sur le casque. Ah, l'image n'est pas dans le bon sens. Le casque sur les oreilles du bébé. Il a un casque sur les oreilles, mais le son est trop fort. Mais il ne peut pas le dire, le bébé. En plus, il est assourdi. Et on dit que souvent, le son est tellement fort qu'il ressemble sur les tympans. C'est équivalent à un tsunami. C'est le docteur Klein qui en a parlé de ça. Et il avertit qu'il va y avoir beaucoup d'enfants sourds à cause de ces casques. Voilà, donc il dit pour ne pas avoir de problème d'oreille, ne mettez pas de casque sur les oreilles du bébé. Voilà. Voilà. Et maintenant, si tu peux nous montrer les chutes, Bertrand. Et les chutes, en fait, c'est un petit clip qui a été diffusé il y a 2 ans, je crois, par la Fédération de cardiologie, nationale de cardiologie, et qui a montré que le fait d'être sédentaire devant un écran était plus dangereux que de prendre des risques en faisant du sport ou en se blessant, comme les enfants le font quelquefois. Parce que devant un écran, on ne bouge pas et que le corps n'est pas fait pour ne pas bouger. Alors, un enfant vous savez très bien qu'un enfant, il est fait pour courir, pour sauter, pour grimper, tout le temps. Un enfant qu'on laisse normalement, il est tout le temps en train de bouger. Et si, au contraire, il est sédentaire, eh bien, il prend des risques pour sa santé, pour son cœur, pour ses vaisseaux sanguins, parce que le cœur ne pulse pas assez de sang, parce qu'il n'y a pas d'effort. Et les vaisseaux sanguins restent fragiles et fins. Le cœur aussi, qui est un muscle, ne grossit pas, ne se fortifie pas. Et les cardiologues prévoient qu'il y aura beaucoup d'infarctus précoces et de diabète précoce à cause de cela. Parce que les enfants ne bougent plus assez et qu'ils n'exercent pas assez leur corps et leur cœur. Voilà. Et à ce propos, j'avais quelques petits chiffres. Oui, le surpoids a augmenté, le nombre d'enfants obèses a été multiplié par 2 depuis 10 ans. Hein. Voilà, ils ne se dépensent plus assez et les cardiologues disent le cœur ne tient plus la route. Hein, il s'essouffle, le cœur ne tient plus la route. On va avoir peut-être le petit clip. En tout cas, les profs de gym ont constaté qu'en 1990, les élèves de terminale couraient 1 kilomètre en 4 minutes 30. 4 minutes 30. Et qu'en 2010, c'est en 6 minutes 30. Je vous laisse regarder les enfants qui jouent, qui tombent, qui se blessent quelquefois. Ça fait peur. On n'aime pas qu'ils se cassent quelque chose.
Eh oui, se casser un os, ça fait mal, mais ça guérit heureusement, ça guérit vite, alors qu'un enfant qui reste devant un écran, en restant assis, voilà, votre enfant prend plus de risques. Voilà, et c'était difficile. 60 minutes d'activité physique par jour diminue le risque cardiovasculaire. Et il faut savoir aussi, c'est bien édité par la Fédération française de cardiologie, et il faut savoir aussi que l'activité physique stimule l'activité intellectuelle. Donc, elle met de bonne humeur, elle met en forme et elle augmente les capacités intellectuelles. Voilà. Alors, je continue sur les performances sportives parce que j'avais un autre chiffre. En 2005, les élèves atteignaient en saut en hauteur facilement 1,50 m. Eh bien, aujourd'hui, quand un élève atteint 1,30 m, le professeur le félicite. Voilà. Alors aussi, je me permets, de retard de langage. Oui. Face aux écrans. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, parce que devant un écran, l'enfant est capté et reçoit, mais reçoit des messages auxquels il ne peut pas répondre. Des messages qui vont très vite, des messages qui ne s'adressent pas forcément à lui. Alors qu'un enfant qui est avec une maman, avec un papa, avec un proche ou une nounou, cette personne va s'adapter naturellement à l'enfant. Elle va comprendre, même quand un bébé est tout petit qui gazouille, elle va comprendre d'après un cri ce que l'enfant a besoin. Elle va lui répondre, elle va l'imiter, elle va lui montrer qu'elle a entendu. Donc, elle va beaucoup lui parler. Elle va lui montrer des choses en pointant, en lui désignant la chose, en lui faisant goûter, en lui faisant sentir, en lui faisant bouger des choses. Donc l'enfant va forcément emmagasiner un tas de vocabulaire qui va s'ancrer et qui va s'ancrer d'autant plus qu'il y a le lien affectif qui est là. Hein, ce n'est pas une machine qui fait un discours, c'est bien une personne qui le regarde et qui fait attention à lui. Voilà. Alors qu'avec une tablette, par exemple, il y a on disait que les tablettes allaient améliorer le langage des enfants. Par exemple, il y avait une pomme sur une tablette et au moment où la pomme apparaît, l'enfant entendait pomme. Mais si à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui entrait ou un oiseau qui se tapait sur la fenêtre ou qui se gazouillait au loin, eh bien, l'enfant entendait pomme et son attention était fixée sur autre chose. Donc, c'est absolument faux. Un enfant n'apprend pas à parler avec une tablette. Alors, les enfants sont capables de retenir des phrases entières auxquelles ils ne comprennent rien. Ils peuvent même retenir des phrases en anglais auxquelles ils ne comprennent rien. Ils peuvent annoncer des chiffres jusqu'à 50. Mais si on lui dit « donne-moi deux cubes », il ne saura pas ce que veut dire le chiffre 2 parce qu'il n'aura pas exercé. Voilà. La parole est liée à l'action, à l'expérience. Et un enfant comprend aussi quand on a envie de communiquer avec lui. Hein. Tandis que l'écran, c'est quelque chose de vide. C'est quelque chose qui ne renvoie rien. Alors, et on a également le développement de comportements agressifs dans les réponses liées au danger. Eh bien oui, évidemment. On sait que les enfants sont des imitateurs nés, tout simplement. Comment un enfant grandit-il? C'est bien en nous imitant. Et puis les enfants sont curieux de tout et ils vont aussi quelquefois chercher les choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est pourquoi je recommande, et c'est le moment, puisque ça va être le moment où on choisit des cadeaux de Noël, mais de toute façon tout le temps, de faire très très attention au choix des jeux vidéo, parce que sur les boîtes de jeux vidéo, il y a bien un chiffre qui est noté. Vous voyez ici, là c'est 3, mais ça peut aussi être 16 ou 18. Et là, moi je sais par expérience, parce que je vais dans les classes, que les enfants se vantent, même au CP, de jouer avec des jeux interdits aux moins de 18 ans. Donc, je pense qu'il y a vraiment une mise en garde à faire auprès des parents. Ce n'est pas parce que dernièrement, Carrefour a fait une promotion en diminuant le prix d'un jeu interdit aux moins de 18 ans qu'il faut l'acheter pour faire une bonne affaire ou parce que le copain l'a acheté. Là, vraiment, je suis catégorique. Des jeux, s'ils sont interdits aux moins de 18 ans, il y a une raison. Il y a de la violence extrême dedans. Il y a aussi de la pornographie. Et ça détruit les enfants.
ça détruit leur enfance, ça détruit leur émerveillement de la vie, ça détruit la confiance qu'ils peuvent avoir dans les autres, ça les éduque à la violence. Et ce n'est pas parce qu'on regarde de la violence que l'on est plus fort. Les enfants, on leur fait croire ça. Si on regarde de la violence, qu'on peut la supporter, c'est tout simplement qu'on est habitué. Mais on risque non seulement de la reproduire, mais aussi de la subir des autres. Et cette violence, quand on voit les actualités, on entend « Ah, il y a eu un événement d'une violence extrême, on n'avait jamais vu ça. » Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans les jeux vidéo moins de 16 et moins de 18? Or, c'est ce qui est le plus acheté par les enfants. Moi, j'avais fait un petit sondage, il y avait 45% des CP qui jouaient à GTA ou à Call of Duty, interdits aux moins de 18 ans. J'ai aussi 2 autres exemples absolument horribles. Des parents qui avaient pris au premier degré une recommandation. Parents, jouez avec vos enfants aux jeux vidéo. Partagez vos jeux vidéo avec vos enfants. Et bien là, c'est 2 cas. Une institut qui m'avait rapporté le cas d'un enfant très perturbé de 3 ans et demi. Et bien en fait, le papa se vantait de partager le jeu GTA avec lui. Et il disait qu'il l'aime bien. Et sur Arras, c'est un autre papa qui faisait la même chose. Et je sais que ce cas-là n'est pas un cas isolé. Malheureusement, les services sociaux sont au courant, l'éducation nationale est au courant. Je me permets de le dénoncer très, très, très clairement. Les jeux vidéo, il y a une signalétique PEGI qui est conforme, je trouve, à l'âge des enfants. Respectez la signalétique pour votre enfant. Ça ne va pas le faire grandir de voir de la violence. Ça va le détruire de l'intérieur. Alors, on a Dorian Vincent qui dit que le jeu du moment Fortnite est conseillé à l'âge de 12 ou 14 ans et les maternelles parfois y jouent. Oui, alors Fortnite, c'est un jeu qui a été créé par un addictologue avec un budget énorme. Je ne sais plus le chiffre, mais c'est faramineux. Il est effectivement... alors, vous savez que pour les jeux vidéo, j'ai dit interdit, mais c'est déconseillé seulement. Parce que si c'était interdit, il faudrait qu'il y ait une loi. Mais ça revient au même. Là, c'est moins 12. Alors, ce jeu Fortnite, moi, je dis que c'est un jeu malin, entre guillemets. C'est un jeu qui amène du mal. Et il est aussi... il n'y a pas que l'auteur de ce jeu qui est un addictologue. Il est entouré de spécialistes, psychologues, qui sont des addictologues. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout pour faire en sorte que l'on ne sorte pas de ce jeu. Alors, ce jeu a plusieurs travers parce que d'abord il est complètement addictif, mais en plus les enfants peuvent acheter des costumes ou je ne sais plus comment ça s'appelle, et donc ils vont chercher de l'argent. Il y a des enfants qui volent leurs parents comme ça pour acheter ces costumes pour être les plus forts. Il y a eu un enfant récemment qui a voulu se suicider parce qu'il n'avait pas pu s'acheter de costume et qu'à l'école on s'était moqué de lui parce qu'il n'avait pas le statut qui convenait. Je dois dire que les enfants, même en primaire, jouent à ce jeu Fortnite. Et pourtant, déconseillé moins de 12 ans. J'irais même jusqu'à dire que des enfants de maternelle, parce que Fortnite aussi a créé des chansons, des danses. Des danses qui sont très, très rythmées et que les enfants apprennent facilement et qu'ils sont très heureux de reproduire en récréation. Et notamment une danse qui s'appelle le floss. Je danse sur le cadavre de mes ennemis. Et les enfants en maternelle jouent à ce jeu. Voilà, donc là, je fais aussi la même mise en garde. Ce jeu est vraiment un jeu mauvais pour les enfants. Il y a des parents qui pensent que c'est bien parce qu'il a beaucoup d'amis, leur enfant, mais en fait, il se met en danger. Et il y a une compétition justement pour gagner des grades dans ce jeu. Ah oui, au départ, il y a une centaine, maintenant il y a des millions d'enfants qui jouent, mais au départ c'était 100 personnes sur une île déserte, et en fait il faut tout faire pour rester le seul survivant, quitte à tuer père et mère. Voilà, c'est le principe du jeu. Donc tout est permis. Voilà ce que moi j'ai appris et analysé de ce jeu Fortnite. Ah oui, et je dois dire qu'il y a même des avocats canadiens qui sont en train de tenter un procès contre ce jeu-là. Est-ce qu'on pense que ça joue sur le sommeil? Bien sûr, parce que ce sont des jeux qui sont extrêmement excitants et c'est pour ça qu'il est tellement difficile de les quitter parce qu'ils apportent un plaisir permanent. Et puis aussi, l'enfant se sent glorifié, se sent fort parce que tout est mis en scène pour le flatter.
et aiguiser sa curiosité. Hein. Il y a la curiosité qui est sans cesse réactivée, et puis il y a les récompenses comme les flammes, les likes, les choses comme ça, qu'on retrouve aussi sur les jeux vidéo ou dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui postent des messages sur l'isolement. Alors l'isolement avec des ados qui sont sans cesse actifs sur leur portable, à des moments où on voudrait peut-être partager un moment. Oui. Et des parents eux-mêmes qui disent et qui avouent qu'ils utilisent eux-mêmes le portable avec excès. Oui. Alors je pense que là, il faut se réunir en famille et se poser la première question que j'ai posée là. Qui j'aime le plus dans la vie? À qui je tiens le plus? Qu'est-ce qui se passerait si cette personne disparaissait? Or, comme quand on est devant un écran, c'est comme si cette personne avait disparu puisqu'on ne s'en occupe pas. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'on est à côté des gens qu'on aime et on les ignore. Et s'ils n'étaient plus là, on serait perdu. Donc, il faut retrouver la priorité, se dire, bon, on veut partager des choses ensemble, on s'aime. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je rappelle les petites choses, là. Pas dans la chambre, pas le matin, pas pendant les repas, pas le soir avant de s'endormir. Quand on est en réunion de famille, eh bien, on met le mode avion du téléphone. Comme ça, on est vraiment, si on voit des cousins qu'on ne voit pas souvent, des gens qu'on aime, eh bien, on met le mode avion. Comme ça, on est vraiment avec les personnes. Voilà, le portable doit être remis à sa place, l'écran doit être remis à sa place. Ce n'est pas le principal membre de la famille. Alors, on a aussi des commentaires qui parlent de tout ce qui est scène sexualisée, personnages sexualisés. Hein, qu'est-ce que ça peut provoquer sur les enfants, sur la famille? Eh bien, depuis qu'il y a beaucoup de pornographie, il n'y a jamais eu autant de divorces. Ça, c'est au niveau des adultes. Mais au niveau des enfants, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Les psychologues disent que l'enfant n'est pas prêt à voir des choses sexuelles. Son cerveau n'est pas prêt parce que son corps n'est pas prêt. Et s'il voit des choses comme ça, il est complètement sidéré. Ils disent ce mot-là, c'est sidéré. L'enfant est sidéré, il n'arrive pas à le croire. Par contre, il faut savoir que, justement, je redonne la recommandation du contrôle parental sur les tablettes. Vous achetez une tablette, elle n'est pas protégée. Sur les smartphones. Et moi, par rapport aux smartphones, parce que je sais que les parents achètent un téléphone à leur enfant pour rester en lien, pour savoir où il est, ou se donner rendez-vous. Eh bien, écoutez, je veux lancer une nouvelle mode. Il y a des téléphones qui coûtent seulement 10 € et qui permettent de communiquer. Parce que si vous offrez une tablette ou un smartphone à un enfant, c'est comme si vous lui ouvriez la porte de la pornographie et de la grande violence et aussi de tout ce qui peut être réseau dangereux, défis dangereux et influence néfaste. Donc, je reviens sur la pornographie. Les psychologues disent qu'un enfant qui a vu de la pornographie, il est complètement déstructuré, qu'il souffre énormément, il est un peu détruit. Et alors, si ça arrive une fois, il faudrait avertir les enfants, de leur dire si jamais tu tombes sur quelque chose comme ça, parce que ça peut arriver aussi sur l'ordinateur de la maison, dire à l'enfant, si tu tombes sur une scène choquante, dis-le-moi, parce que si on en parle, parce que sinon l'enfant va se sentir coupable, il se sent coupable, il se sent mal, alors souvent il va le partager avec des copains plutôt. Alors il y en a qui partagent pour cramer, et puis il y en a qui partagent pour se rassurer, et du coup ça fait tache d'huile. Et une psychologue que je connais bien, avec qui je parle souvent, me dit, on me demande de réparer des enfants qui ont vu de la pornographie, qui sont complètement déstructurés, qui vont jusqu'à des... D'abord, ils sont incapables d'avoir une relation normale, et quand ils seront à l'âge où ils pourront avoir des rapports sexuels, et ben, ça se passera très très mal. Ça se passera très très mal parce qu'ils n'arriveront pas à ajuster le sentiment et l'acte d'amour, parce que pour eux ça restera une pratique violente. Et souvent, et en plus dans la pornographie, la femme est considérée comme un morceau de viande, il faut le dire, hein. Elle est souvent maltraitée, elle est méprisée, elle est rejetée, elle est jetée. Dans les jeux vidéo GTA, là, on la tue carrément une fois qu'on a abusé d'elle.
c'est vraiment donner aux enfants une image de la femme qui est horrible et c'est une véritable régression sociale que de montrer l'image de la femme de cette manière-là. Donc, vraiment, j'engage les parents à faire très, très attention à la pornographie parce que ça détruit non seulement le cœur de l'enfant, le merveilleux qu'il peut y avoir dans l'amour, l'idéal qu'il peut avoir dans l'amour, qui va être complètement démoli, mais aussi l'image de la femme et l'image de la mère, l'image de la sœur. C'est toute l'image, c'est une image sociale qui est détruite dans la pornographie. Voilà. On a pas mal de commentaires aussi sur les jeux en réseau, à l'heure où cette période, les relations sociales s'amoindrissent. Automatiquement, c'est vrai que les jeux en réseau doivent peut-être certainement se multiplier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi, je n'ai plus d'enfants de cet âge-là. Je pense que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais je pense que comme pour l'organisation familiale, il faut qu'on en parle. Il faut que les parents, il faut faire une réunion familiale et dire, écoutez, je comprends que vous ayez envie de jouer à des jeux en ligne avec vos copains. Je comprends que c'est normal, que c'est comme ça maintenant, mais moi, je veux préserver une vie familiale. Mais moi, je veux continuer de partager des choses avec vous. Je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on se connaisse, qu'on se comprenne, que vous puissiez vous confier, que vous sachiez qu'on est là et qu'on partage des valeurs aussi. Donc, faites bien attention aux valeurs qui sont véhiculées dans ces jeux. Remarquez-les. Est-ce que c'est normal de tuer quelqu'un? Est-ce que c'est normal de torturer quelqu'un? Est-ce que c'est normal de trahir, de tricher, de battre, de mépriser? Est-ce que c'est normal? Je sais bien qu'on ne va pas changer les choses d'un seul coup, mais il faut vraiment, dès que l'enfant est petit d'ailleurs, quand il voit un film à la télévision, il faut lui dire, est-ce que tu l'as aimé ce film? Pourquoi tu l'as aimé? Il y a des choses qui t'ont choqué? Eh bien moi, ça m'a choqué. Quand on est choqué, il faut le dire à l'enfant. Tu vois, moi, je ne trouve pas normal qu'ils aient montré ça à une heure où les enfants regardent. Il faut apprendre l'enfant à dire quand c'est mauvais, c'est mauvais. Et quand c'est bon, c'est bon. Et dire à l'enfant, écoute, choisis ce qui est bon pour toi. Tu vois, tu vas regarder quelque chose, ben, choisis quelque chose qui est bon. Si ça ne t'intéresse pas, ne passe pas ton temps avec ça. Va chercher autre chose. Choisis des choses qui vont te faire du bien. Et dans les jeux vidéo, ben, si on habitue l'enfant à faire ça, bon, je sais bien que c'est la mode et que tous les enfants jouent à des jeux vidéo violents. Hein. Mais si l'enfant a eu ces valeurs-là, il aura comme une espèce de carapace qui le protégera après. Et il entendra mieux les sollicitations. Enfin, en tout cas, essayer de trouver un contrat, de dire, bon, bah, tu peux jouer, mais de telle heure à telle heure. Après, c'est terminé. Hein, et tu ne joues pas les jours de semaine, par exemple. Tu peux jouer le mercredi, le samedi, dimanche. Mais vraiment, c'est pour toi, c'est pour que tu réussisses tes études, pour que tu sois en bonne santé, que tu continues de faire du sport et que tu vois tes amis en direct. Pas pour que tu t'enfermes et que tu deviennes un zombie. Hein, parce que moi, je t'aime, donc je veux te garder. Je pense que le message d'amour, c'est le plus puissant. C'est vrai que tu nous fais comprendre que tout ce qui est communiquer, expliquer les choses dès le plus jeune âge, finalement, c'est la clé aussi de comportement. Oui. Et c'est-à-dire, c'est la clé de l'esprit critique et de la responsabilité de l'enfant. Il faut très, très vite aiguiser cet esprit critique chez l'enfant et puis lui montrer qu'on lui fait confiance. J'ai une petite anecdote. Ma fille avait 8 ans, elle adorait Dorothée. Je n'arrivais pas, j'avais pas encore commencé l'assaut, je n'arrivais pas à la retirer de Dorothée. Et donc, un jour, j'avais du repassage à faire. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, tu vas regarder, il y avait la 1, la 2, la 3 à l'époque. Mais si tu vois quelque chose qui te choque, tu notes l'heure et la chaîne. On en reparlera après. Mais tu peux regarder tout ce que tu veux. Elle a noté des choses, mais après, je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec elle. Et la semaine d'après, mercredi d'après, je dis, comment je le fais maintenant? J'ai dit, écoute, tu te souviens de ce qu'on avait dit là? Alors, écoute, choisis quelque chose de bien. Elle avait pris la 3 d'elle-même, sans que je fasse rien. Donc, la confiance que je lui ai fait à ce moment-là, je n'ai pas dit, c'est pas bien ce que tu fais. Avant, je le faisais, mais ça ne servait à rien. Mais de dire à l'enfant, choisis ce qui est bon pour toi. Ne passe pas ton temps à regarder des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont inintéressantes ou qui te font du mal. Prends des choses qui te font du bien. Moi, je veux que tu prennes des choses qui te font du bien. C'est un message qui porte. Il y a encore d'autres choses, Ali?
J'ai le commentaire de Cléome. Alors, bonsoir, il existe plusieurs photos du même type qui tournent sur Internet. Un enfant avec un grand-parent qui mange au restaurant, sauf que l'enfant est sur son téléphone et une phrase conclut la photo. Je donnerais, ouvrez les guillemets, je donnerais n'importe quoi pour être à sa place, ou si seulement elle savait la chance qu'il ou elle a. Alors, j'avoue que je n'ai pas très compris. Ah ben, il y avait, en tout cas, il y avait une photo, un dessin qui circulait il y a très longtemps par rapport à la télévision. Et c'était un enfant qui disait « Je voudrais être à la place de la télévision parce qu'elle, on la regarde, elle, on lui fait attention, et moi non. Voilà, » Alors peut-être voilà. que c'est… dans ce sens-là. Aussi, il aimerait être à la place de grands-parents, de profiter de ce moment avec l'enfant, en fait. Mais je pense que Janine a raison, c'est l'intérêt qu'a le parent pour le grand-parent pour ce l'enfant pour ce portable et le grand-parent qui désire. Qui voudrait être à la place du portable. Alors là, c'est quelque chose. Alors vous vous rendez compte qu'il y a des grands-parents qui vont acheter des tablettes à des petits-enfants pour qu'après, ils soient ignorés d'eux. Alors c'est dans l'intention de faire plaisir. Puis c'est à la mode, il y a tellement de publicité qui pousse à ça. Tellement. Et puis l'exemple des autres. Parce que les autres l'ont, alors on le fait, on ne veut pas être différent, on veut faire comme les autres. C'est terrible. Mais on peut dire à l'enfant, ben non, moi je ne t'achète pas de tablette parce que je veux que tu joues, je veux que tu restes un enfant, je veux faire des choses avec toi, je veux passer du temps. Cette tablette, elle ne veut pas t'apporter grand-chose. Hein. Parce que de toute façon, les enfants sur les tablettes, ils ne font pas des jeux éducatifs. Hein. Ils regardent des choses sur YouTube et là c'est pareil, ils peuvent voir n'importe quoi. Ou alors ils écoutent des comptines à répétition et deviennent aussi addicts aux comptines, ou ils regardent des choses qui ne sont pas pour eux. Non, bon, il y a des choses éducatives sur les tablettes, mais elles sont rarement utilisées par les enfants. C'est pourquoi s'il y a un parent qui veut être avec l'enfant 20 minutes sur un petit programme éducatif, moi je ne suis pas contre. Hein. Mais seulement laisser une tablette à un enfant, c'est vraiment le portail à tout. Donc, au moment des fêtes de Noël, c'est important de pouvoir expliquer aux enfants qui souhaiteraient avoir une tablette et qui n'ont peut-être pas l'âge d'en acquérir une. L'objectif, c'est vraiment de bien expliquer pourquoi et ne pas simplement refuser pour refuser. Non, bien sûr. De rentrer dans une explication. Mais oui, tu sais, moi, je sais que la tablette, ce n'est pas bon pour toi, donc je ne vais pas t'acheter de tablette. Par contre, je vais t'acheter un beau jeu. Tu peux choisir un beau jeu où tu vas, voilà, ou alors avec l'argent qu'on aurait pu mettre dans la tablette, eh bien, quand le Covid sera parti, on pourrait aller, par exemple, dans un parc de jeux, on pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. Ça aura de la valeur parce qu'on partagera. Mais mettre de l'argent dans une tablette, vraiment, c'est pas utile. J'en profite pour parler des jeux connectés aussi, des jeux connectés qui diffusent aussi des ondes. Hein, je parlais des ondes tout à l'heure et il y avait l'ANS, hein, c'est l'organisme officiel, avait bien mis l'alerte sur les jouets connectés et tout ce qui était, parce que les tablettes, les smartphones et les jouets connectés pulsent des micro-ondes qui traversent le corps et on sait que les cellules, la peau des enfants elle est beaucoup plus tendre et beaucoup plus fragile et en plus ils seront exposés beaucoup plus longtemps aux ondes que nous parce qu'ils ont commencé tout de suite. Dans le ventre de la maman, notamment. Donc, il y a des risques à venir que, pour le moment, on n'a pas mesuré, mais Lance, quand même, a mis en garde contre les jouets connectés. Il y a aussi une poupée qui s'appelle Kayla, qui est une poupée espionne, vous en avez entendu parler. Il y avait Que Choisir qui avait fait un travail là-dessus. Après, des tout petits, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petits jouets qui font du bruit, des petits jouets à piles. Et en fait, ça les fatigue. Ça les fatigue, c'est rengaine, hein, on a assez. Et puis il ne faut rien avec. Ils n'interfèrent pas, en fait. Pas. Non, parce qu'ils reçoivent un message en permanence, ils sont abasourdis par ce message. Alors, on a deux témoignages. Le premier, il disait que les enfants ils se lançaient des défis entre eux et se chamaillent entre eux en disant à la récréation, en fait, moi j'ai le dernier jeu, le dernier PlayStation, et que moi, ma maman me laisse la Wi-Fi non limitée, 24 heures sur 24 et tout ça. Ce qui pousse d'autres enfants de rentrer chez eux et réclamer énormément. Une autre interrogation qui disait comment, en tant que parent, on peut poser aujourd'hui telle question parce qu'on est embêté, on ne sait pas faire avec les écrans, et en parallèle, c'est ces mêmes parents qui offrent des téléphones smartphones, des tablettes avec des connexions illimitées à la maison et des connexions en fait avec un forfait 4G illimité. Voilà.
le bon compromis exactement il est où? Est-ce que c'est la responsabilité des parents ou on peut juste dire à l'enfant qu'il ne sait pas maîtriser ses écrans, ses outils aujourd'hui? Quand un enfant, d'abord, avant 3 ans, pas d'écran, on est bien C'est clair. d'accord. À 4 ans, ce n'est pas une raison pour le flanquer devant un écran toute la journée. Hein. Donc, on a bien dit 1 heure par âge et par semaine. Donc, à 4 ans, pas plus de 20 minutes par jour. D'écran, tous écrans confondus. Et un enfant qui ne verra pas d'écran s'en portera encore mieux parce qu'il va faire plein d'expériences et il va utiliser son corps et son cerveau. Je pense que franchement, la tablette, c'est pas du tout un objet, un jouet indispensable pour un enfant. Un smartphone encore moins pour un enfant d'âge primaire. Ça devrait être réservé, peut-être, avant c'était réservé à partir de 15 ans. Hein. D'ailleurs, l'UNAF avait recommandé les téléphones portables après 14 ans. Et il faut savoir, alors là, il y a un exemple. Les ingénieurs de Silicon Valley, hein, ceux qui ont créé tous les ordinateurs, les logiciels, les Facebook, les Apple, tout ce qu'on veut, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a absolument aucun écran, où les enfants manipulent de l'argile, ils ont des scies, ils font à manger, ils débarrassent la table, ils font le ménage quand ils ont mangé, ils sont dans la vraie vie. Il n'y a pas d'écran et ils sont tellement bien préparés que quand ils ont 14 ans, là, ils savent se servir des écrans et ils les utilisent à bon escient. Donc, on pourrait peut-être se poser la question, pour qui c'est les écrans? C'est bien pour les gens que l'on a bien manipulés à coup de publicité parce que c'est du commerce. Mais ça n'est pas parce que c'est bon pour les enfants puisque ces gens-là, qui sont les plus intelligents au monde, ne mettent pas leurs enfants devant des écrans. Et Janine, qu'est-ce que vous pensez de ces psychologues, de ces chercheurs qui encouragent la consommation en fait des écrans? Je vous retourne la question. En tout cas, il y en a qui travaillent courageusement et honnêtement. Je parlerai de Michel Desmurger hein, et de son livre « La fabrique du crétin digital » qui repose sur des milliers d'études. C'est quelqu'un qui a travaillé extrêmement sérieusement et qui n'a aucun conflit d'intérêt avec les écrans. Voilà, il y a des gens qui travaillent dans le même sens que notre association. Voilà, après, il y a de tout. Je reviens à ce que mon amie psychologue me disait par rapport à la pornographie. Elle dit qu'elle voit des enfants qui sont tellement abîmés, les parents viennent en disant « sauvez mon enfant ». Et elle dit « je suis comme un chirurgien devant un blessé grave de la route qui est cassé en 1000 morceaux. Je ne peux plus le réparer. » Et il y a des enfants très jeunes qui sont dans cet état-là. Alors, à partir de combien de temps on pourrait se demander trop d'écran? Alors, déjà, après 2 heures, c'est le Lancet. Le Lancet, c'est une édition médicale mondiale qui dit qu'après 2 heures, les capacités intellectuelles, elles diminuent. Que 2 heures. Après 3 heures, il y a déjà un risque de dépendance. L'enfant s'isole déjà, il néglige ses activités familiales, sportives, sociales. Il manque d'activité physique. Il n'est pas en forme, il grossit. Et son comportement change. Et il y a une étude en 2003 qui a dit qu'après 3 heures d'écran, c'était que la télé à l'époque, hein, il y avait 5 fois plus de risques de commettre un acte violent. Seulement après 3 heures d'écran de télévision. Après 4 heures, alors là, les bonnes notes, elles chutent complètement. L'enfant va d'échec en échec, il commence à se dégoûter de l'école. Il ne fait plus de sport, plus d'amis, il ne vient plus manger. Donc, quand un enfant ne vient plus manger, c'est un signe important. Et refuse de quitter l'écran. Et certains enfants deviennent violents. J'avais une petite séquence d'ailleurs où on voyait des enfants à qui on coupait Fortnite avec ce fort pouvoir addictif. Tous les enfants devenaient violents contre les parents. Voilà, et si cet enfant-là qui regarde plus de 4 heures par jour n'est pas aidé, il risque de tomber dans l'addiction là. Ouais. On a des commentaires sur le fait d'avoir peut-être des difficultés de contrôler, entre guillemets, des jeunes hommes qui ont des jeunes gens de 20 ans, par exemple, mais qui sont encore au domicile de leurs parents. Ah oui, ça, alors, quand l'habitude a été prise, je pense que c'est l'enfer pour les parents. Parce qu'ils voient que leur enfant se dégrade ou s'exclut ou s'isole ou n'est plus dans l'activité, dans la vraie vie. Et à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de moyens.
on n'a pas beaucoup de moyens. Il est tard là pour agir, bien sûr, hein, parce que c'est pas arrivé d'un seul coup, ça. Euh, et puis, j'allais dire, on pourrait dire, mais écoute, faire une espèce de contrat et de dire, moi, je t'accueille, je t'héberge, je te donne à manger. Bon, qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour la maison, pour qu'il ait aussi une activité où il se sent utile, enfin, pour compenser le fait de... Mais bon, là, c'est vraiment un problème extrêmement grave et que je ne saurais pas résoudre comme ça. En fait, quand on a laissé glisser, c'est pour ça qu'il faut commencer très tôt. Mais bon, avec des enfants d'âge primaire, on peut encore très, très facilement faire. À l'adolescence, ça va être de plus en plus difficile. Et après, alors, là, il n'y a pas de baguette magique. Alors, on a aussi des commentaires qui précisent aussi que tout ce qui est tablette, ça peut être aussi favorable pendant cette période de confinement pour discuter avec les grands-parents, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on souhaitait protéger. Oui. Oui, si c'est pour faire mais bon, il ne faut pas que ça soit... parce que ça, bien sûr, ce sont des moments merveilleux. Moi, je l'ai vu avec mes petits-enfants, c'est avec mon WhatsApp et mon téléphone, c'est très, très bien. Hein. Les parents enregistrent des petites séquences, ils nous les envoient ou on fait du direct. Et vraiment, ça crée un lien et on voit les enfants grandir et c'est merveilleux. Là, il n'y a pas de problème. Dans la mesure, c'est toujours... il faut qu'il y ait une limite raisonnable, tout simplement. Les écrans ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ce sont des outils. Et tout dépend de la façon dont on s'en sert. Il faut savoir si ce sont des outils ou si c'est nous qui sommes leur outil. Voilà, c'est ça. Poser la question. Qui est le maître? L'écran ou nous? Reprenons la main. Voilà, reprenons la main. Alors, je ne sais pas, il y a encore des questions? Je regarde. Là, je ne vois pas. Après, non. Alors, moi, de ce que je vois des questions, c'est vrai on parle beaucoup de tout ce qui est communication, cadre. J'ai vu aussi quelqu'un évoquer la limite. Voilà, c'est tout ce que tu as pu évoquer. Oui, d'accord. Alors, je vais faire un petit résumé des conseils à donner et puis on va finir parce qu'il est bientôt temps. Tu veux me dire quelque chose, Ali? On a eu une interrogation tout à l'heure, une maman qui disait en fait cette année l'éducation nationale aussi en fait. Et là, oui. Il a parlé beaucoup. Bien sûr. L'école à la maison en fait, qui a mis des parents en difficulté parce que certains ne maîtrisaient pas les outils. Et on parlait ça des collégiens. Ils ont du mal à comprendre la limite. Comment en fait je peux utiliser devant une journée devant l'écran à la maison et en parallèle limiter ma consommation. Bien sûr. Et puis, comment savoir quand l'enfant est devant une tablette et qu'il vous dit « je fais mes devoirs » ? Comment savoir s'il n'est pas sur YouTube ou en train de tchatcher ou en train de faire un jeu vidéo? C'est sûr. Alors, c'est pour ça que là moi, je préconisais un emploi du temps vraiment pour la journée. Il y avait des temps d'écran, des temps d'études le matin parce que le cerveau est reposé et qu'il peut assimiler. Et puis, du temps d'écran en fin d'après-midi, pas plus de 2 heures. C'est la limite que je donne. Et entre deux, je préconisais que les enfants, parce que si les parents veulent avoir du temps pour être avec eux, mais aussi pour surveiller ce qu'ils font, il faut qu'ils libèrent du temps. Quand ils étaient à la maison, c'était très difficile. Moi, je préconisais que ensemble, ils se disent, les enfants proposent, comme ils le font spontanément quand on fait les 10 jours sans écran, comment les enfants peuvent aider à la maison pour les tâches quotidiennes, pour que ensuite les parents soient libérés de ce temps-là, pour qu'ils fassent des choses ensemble. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose à revoir. On a trop laissé les enfants être servis dans les familles, avoir tous les droits. Les enfants sont des acteurs de la famille. Et quand un enfant fait des choses dans la famille, en fait, il est beaucoup plus heureux, il se sent responsable, il se sent grandi, il sent qu'il fait partie de la famille et qu'il est capable de faire plein de choses. Et ça occupe du temps.
c'est du bon temps, c'est du temps constructif et c'est du temps de relation. Donc, j'engage les parents à demander aux enfants de participer aux tâches de la maison pour libérer du temps, pour après, pourquoi pas faire un jeu sur un écran. Je préférais un autre jeu, un jeu de société ou un jeu ou une sortie ou de se raconter des histoires ou se parler ou écouter de la musique ou regarder des photos. Mais c'est absolument... Là, c'est une manière indirecte de rogner sur le temps d'écran. Voilà, de prendre du temps pour les tâches de la vraie vie. Si vous voulez, je vais faire un petit résumé. Hein. Alors, l'écran avant 3 ans est strictement déconseillé, hein, je le rappelle. Une exposition prolongée n'est pas bonne pour sa santé et son comportement. L'activité physique est absolument nécessaire pour la santé, le moral et les capacités intellectuelles. L'enfant a besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Et s'il a moins, eh bien, alors oui, je n'ai pas parlé du sommeil tout à l'heure. En fait, pendant le sommeil, le cerveau fait plein de choses. Le cerveau fait grandir, le cerveau guérit, le cerveau organise les problèmes et souvent apporte la solution. Et puis, le cerveau, quand on a un bon sommeil, on est de bonne humeur et on développe ses défenses naturelles. Je rappelle que sur une tablette ou smartphone, un enfant peut avoir accès à des contenus extrêmement violents et pornographiques qui perturberont infailliblement sa vie et sa relation à autrui, et c'est pour la vie. Les témoignages de nombreux enseignants en font cas. Le contrôle parental doit être activé sur tablette et smartphone. Venez au centre si vous ne savez pas le faire. On sait que des jeunes savent déjouer les codes. Donc, vous pouvez venir dans des centres sociaux, là où il y a des spécialistes pour vous faire aider, pour poser ces codes parentaux de façon fiable sur vos appareils numériques. Et expliquez toujours à vos enfants que cette protection est faite dans leur intérêt et que vous la mettez en place parce que vous les aimez. Voilà, et non pas pour les contraindre, ni pour les frustrer. Proposez-leur de participer à l'organisation familiale. Dans une fratrie, est-ce que chacun pourrait consacrer un petit moment privilégié aux plus petits, par exemple? Les devoirs scolaires, oui, devront alterner avec des activités ludiques et des activités de la vraie vie, seuls ou avec les autres. Le minuteur de cuisine, je le rappelle, peut être bien utile pour limiter le temps d'écran. Prévoyez un temps de récréation, de retrouvailles familiales, de ressenti, de projets en commun. Ça aussi, c'est bon pour les enfants. L'écran récréatif en fin d'après-midi, mais pas 2 heures avant le coucher pour favoriser un bon sommeil. Ah oui, alors, faites un stock de bonnes émissions, l'enregistrement de bonnes émissions ou de films adaptés à l'enfant, à l'âge de l'enfant. Les replays aussi sont utiles. Il y a un site de l'éducation nationale qui s'appelle Films pour enfants, où vous pouvez avoir, enfin on ne l'a pas trouvé tout à l'heure, pourtant c'était une référence de l'éducation nationale, on va vous le chercher. Voilà, et puisque si vous restez longtemps dans un appartement et que vous n'avez pas tellement l'occasion de sortir, pensez à aérer la maison. Prévoyez des petites séances de gym rigolotes, des petits parcours rigolos. On peut construire des choses avec des draps, des chaises et faire des choses marrantes. Des petites sorties, oui, il faut les faire. Hein, on a droit à 1 kilomètre, il faut les faire. En conclusion, je dirais qu'on est ce que l'on apprend. On est ce que l'on voit. On est ce que l'on entend. On est ce que l'on écoute, ce que l'on lit et ce que l'on choisit. Alors, choisissons le meilleur pour nous et nos enfants. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Bertrand, tu peux arrêter. Alors, merci de votre participation à cette première visioconférence. J'espère qu'elle était constructive pour vous. Je remercie Janine de toutes les informations que vous a données. Bientôt, on va vous proposer une autre visioconférence, cette fois adaptée à la jeunesse, à des personnes adultes. Le sujet qu'on va traiter, c'est tout ce qui est les informations, les médias, les fake news et les théories de complot. Actuellement, on travaille avec une journaliste à Paris, une grande spécialiste, pour continuer en fait à sensibiliser nos habitants, nos adhérents autour des écrans. Je vais vous présenter en fait, derrière tout ce travail, il y a des travailleurs d'ombre qui ont participé pour réussir à cette conférence. Je vais appeler Claude.
Bonjour tout le monde. Un technicien du centre, Bertrand. Voilà. Bonjour. Et Céline, notre référente famille. Voilà, Céline. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Merci, bravo à tous. C'est bien.